Ils et elles sont nombreux à être passés par ici, à la recherche d'un refuge dans un pays qui voudrait bien d'eux. Pareils à des fantômes, ils n'ont laissé sur leur passage que peu d'empreintes. Quelques-unes de ces traces disent les difficultés du chemin parcouru. En Méditerranée, gigantesque cimetière à migrants, 18 000 morts au cours des 4 dernières années. Et en Europe, des périples hasardeux. Partout la même histoire, des citoyens portent secours à ces exilés. Un acte punissable par la loi. Ces images ont fait le tour du monde. Le 29 juin 2019, la capitaine Carola Rackete est arrêtée par la police italienne à Lampedusa. À bord de son bateau, le Sea-Watch 3, 53 migrants recueillis en haute mer. Aucun port, ni en France ni en Italie, n'était prêt à les recevoir. La capitaine a alors forcé le blocus italien. Elle est accusée d'aide à l'immigration clandestine. Je sais depuis 2017 que tout capitaine qui monte sur un bateau humanitaire court un grand risque juridique. 2017, c'est quand le premier navire, appelé Juventa, a été saisi par le gouvernement italien et l'ONG qui s'en occupait a été accusée d'association de malfaiteurs, donc inculpée selon la loi sur la mafia. Colibri, that's a Sea-Watch 3. Can you please describe the boat? For your information, very few people on board this riverboat had life vests. We could not see any other life-saving equipment. Le droit maritime international est très clair. Il ne fait aucune distinction entre les gens et les raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans une situation de détresse. Quand vous trouvez en mer des personnes en détresse, vous devez les secourir et vous devez les amener en lieu sûr. Okay, one more. One more. Okay, you come on board. We cannot stop people Nous ne pouvons pas empêcher les gens de passer s'ils le veulent. to move. Et cela ne va pas changer à l'avenir. La seule chose que nous faisons en fermant nos frontières de cette façon, c'est de faire courir des risques aux personnes. Beaucoup de ces rescapés de la Méditerranée poursuivent leur route en Europe. Nous sommes dans la région de Briançon, à la frontière franco-italienne. Pour entrer en France, il faut franchir les cols alpins. Il se passe la même chose qu'avec les sauveteurs en Méditerranée. On va à l'aide de personnes qui sont en danger. En Méditerranée, c'est parce qu'elles sont sur des rafiaux de fortune, qu'elles ne connaissent pas la mer. En montagne, c'est parce qu'elles ne sont pas équipées, qu'elles ne connaissent pas la montagne. On est face au même danger mortel, hein. Oh les gars, venez, on a à manger, on a du thé là, ça craint rien. On met en place des maraudes, ça veut dire qu'on sillonne la montagne la nuit pour repérer si des personnes ont besoin de notre aide. Alors bien sûr, on a dans nos sacs à dos du thé, des gants chauds, des chaussettes, des bonnets, parce que les personnes que l'on rencontre en montagne la nuit, bien souvent, sont frigorifiées. Les exilés qui veulent rentrer en France sont obligés de prendre des chemins de traverse, entre guillemets, pour ne pas se faire arrêter par la police et pour ne pas être refoulés immédiatement en Italie. Donc ils prennent des risques. Il y a eu 4 décès quand même déjà. On a, je ne sais pas combien de blessés, je crois qu'il y a 300 ou 400 personnes qui sont passées aux urgences pour des problèmes de gelure, des problèmes d'hypothermie. Si les maraudeurs n'étaient pas là, ce ne serait pas 4 décès que nous aurions.
ce serait beaucoup plus. Même arrivé en Europe, les gens ne sont pas en endroit sûr. Donc il y a eu le 15 novembre. Depuis bientôt 3 ans, des centaines de personnes de la région participent à cette aide aux migrants. Ici, une manifestation de soutien le 15 mars 2019, appelée la Grande Maraude. Car l'aide aux étrangers en situation irrégulière peut être sanctionnée par la loi. C'est ce qu'on appelle le délit de solidarité. Souvent, ces bénévoles sont poursuivis par la justice après avoir subi garde à vue et contrôle d'identité. Une sorte de harcèlement. Face à un État hors la loi qui met délibérément en jeu la vie des personnes en les rejetant, les maraudes et la mise à l'abri des personnes exilées s'imposent à nous pour préserver notre humanité. J'ai exercé 10 ans en tant qu'accompagnateur en montagne. L'été en randonnée pédestre classique et l'hiver en raquette. Autrement dit, les montagnes alentours, à Briançon, vous connaissez parfaitement bien. Ouais, je les ai parcourus en long, en large et en travers pendant 10 ans. Et qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ces maraudes? C'est la prise de conscience de ce qui se passe dans la montagne. Et on ne peut pas décemment laisser des gens prendre ces risques-là en restant tranquillement dans son canapé devant une série télé quelconque. C'est une réaction humaine, je dirais. Agent immobilier depuis plusieurs années, Fabien Sicard a réduit quelque peu ses activités de soutien. Quand on part en maraude en hiver, généralement on part 1 heure ou 2 après la tombée de la nuit et on ne sait pas quand on rentre. Ça peut être 22, 23 heures, ça peut être minuit, 1 heure, 2 heures. Et pour autant, le lendemain, il faut être au travail. C'est compliqué à gérer. Et pour ces bénévoles qui ne sont pas des activistes, une question revient en boucle. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller par conviction? Est-ce que je suis prêt à passer 24 ou 48 heures en garde à vue pour avoir porté secours? Est-ce que je suis prêt à risquer un procès, une condamnation? Oui. Parce que dans une maraude, c'est ce que vous risquez. Si vous êtes... Les maraudeurs sont relativement nombreux aujourd'hui à avoir été confrontés à ça, oui, clairement. Donc c'est le risque qu'on court, tout à fait. Au cours des 3 dernières années, une quinzaine de maraudeurs de la région de Briançon ont été poursuivis en justice. En Suisse aussi, le délit de solidarité existe. Et tout comme en France ou en Méditerranée, des gens s'engagent, quitte à violer la loi. C'est le cas d'Annie Lantz, figure emblématique de ce combat. Cette frêle septuagénaire, militante émérite de la cause des migrants, a été condamnée ici, au tribunal à Brigue, à une amende de 800 francs pour avoir aidé un migrant en difficulté. C'était en février 2018. Annie Lantz était partie en Italie récupérer un réfugié afghan expulsé de Suisse après le rejet de sa demande d'asile. Après 5 heures de voiture, elle l'a retrouvé en piteux état à Domodossola pour le ramener clandestinement en Suisse où vit sa sœur. Car cet homme malade souffrait de tendances suicidaires. En général, je cherche à soutenir les gens de façon légale. Je n'avais absolument rien préparé. J'ai pris la route précipitamment. Ça a été un voyage vers l'inconnu. Et pour le retour en Suisse, c'était quitte ou double. J'avais l'espoir qu'on passerait la frontière sans attirer l'attention, mais ça n'a pas été le cas. On nous a arrêtés.
Et l'Afghan a été emmené par les gardes-frontières en voiture, on ne sait pas où. Ils ne nous ont pas dit où ils l'emmenaient. Quant à nous, on nous a relâchés. On ne nous a pas arrêtés, mais on nous a dit qu'on recevrait une ordonnance pénale. Ja, für das Bundesgericht, ich müsste jetzt wissen, wie das genau war dort. Was hast du können machen, wo du ihn gesehen hast? Annie Lanz a fait opposition à sa condamnation. Elle s'entretient aujourd'hui avec son avocat du recours prévu au tribunal fédéral. C'est dans le centre de détention pour l'expulsion des requérants d'asile déboutés qu'elle avait connu à Bâle ce jeune Afghan. Je rends régulièrement visite à des réfugiés déboutés en détention. C'est toujours très oppressant. Chaque semaine, je rencontre de nouvelles personnes pour qui c'est difficile d'être expulsées. Pour autant, je ne me rends pas chaque semaine à l'étranger pour les ramener. Ce cas m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Et pour cause. Profondément traumatisé par les conflits dans son pays, cet homme menacé a été confronté à l'assassinat de son père. Il était venu en Suisse auprès de sa sœur et de son mari demander l'asile qui lui a été refusé. Entre-temps, il apprend la mort en Afghanistan de son enfant et de son épouse. Il s'agissait d'un être humain dans un état de santé extrêmement difficile. Les médecins ont attesté qu'il souffrait d'un trouble post-traumatique sévère avec tendance suicidaire. J'ai ici un rapport très impressionnant du service psychiatrique du canton de Bâle-Campagne. D'un service public, donc. Un grave choc post-traumatique, désespoir, crise d'angoisse, comportement suicidaire. Il est très important de considérer que le patient est actuellement fortement tributaire du soutien familial offert par sa sœur et son beau-frère. Voilà ce que les médecins écrivent. Il s'agit des seules ressources dont bénéficie cet homme instable atteint d'un traumatisme sévère. Après son interpellation à la frontière suisse, le jeune Afghan a été à nouveau renvoyé en Italie dans un centre pour réfugiés surpeuplé. Et depuis lors, plus aucune nouvelle. Certaines personnes estiment qu'en les aidant, les migrants vont venir plus facilement en Suisse. Ça crée un appel d'air. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre? Oui, c'est ce qu'on entend souvent. Mais les personnes qui viennent en Suisse prennent des décisions dans des contextes très différents. Elles ont été désignées par leur famille qui leur dit « Émigre, on ne peut plus subvenir à tes besoins. Ça nous met en danger, il faut que tu émigres. » Ou alors la famille leur dit « Il faut que tu gagnes de l'argent et que tu nous en envoies. » Moi, je n'ai aucune influence sur qui vient chez nous ou non. Je pense aussi que notre loi sur l'asile, qui est très sévère, ou notre loi sur les étrangers, tout ça n'a qu'une influence infime sur qui arrive finalement chez nous ou non. Ce sont des choses qui se décident ailleurs. En Suisse, le délit de solidarité est réprimé par l'article 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Est puni d'une peine privative de liberté d'1 an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégaux d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Autrement dit, il est interdit d'aider. Et c'est pourtant ce qu'a osé faire Norbert Vallet. Ce pasteur évangélique, officiant dans le canton de Neuchâtel,
a secouru Joseph, un Togolais, dont l'asile avait été refusé. Terrifié par un retour dans son pays, Joseph, à la santé fragile, avait alors choisi de rester en Suisse malgré un ordre d'expulsion. Seul et livré à lui-même. Je n'ai pas imaginé qu'en lui donnant l'asile, entre guillemets, au sens strict du terme, en l'accueillant, lui donnant à manger, en le soutenant quelque peu avec les finances, et puis en lui donnant un toit où il puisse juste avoir un endroit pour se reposer, j'ai pas du tout imaginé qu'on pouvait me condamner pour ça. La justice vous reproche quoi au juste? Elle me reproche d'avoir facilité le séjour d'une personne qui n'avait pas le droit d'être en Suisse. Norbert Wallet a été condamné à 10 jours amende à 100 francs avec sursis pendant 2 ans et 250 francs de frais de justice. Joseph était arrivé au bout de sa procédure. La procédure d'asile. L'asile, voilà, exactement. Et puis pendant les recours qu'il avait faits, il allait vraiment très très mal aussi. Il a dû être hospitalisé. Joseph souffre d'une hépatite C. Maladie potentiellement mortelle si une thérapeutique spécifique n'est pas appliquée. Cette procédure thérapeutique ne peut pas faire l'objet du suivi adéquat dans son pays d'origine. Et ce n'est pas tout. Quand quelqu'un a des pensées suicidaires avérées et confirmées par un certificat médical et que le tribunal administratif fédéral ne tient pas compte de ce genre de situation, pour moi, c'est juste un scandale. Mais en même temps, monsieur le pasteur, nous sommes dans un état de droit. Il y a des lois qui sont votées démocratiquement. Et en principe, la loi s'applique à tout le monde, y compris aux pasteurs. Vous avez tout à fait raison. Mais peut-être que les gens qui ont fait cette loi oublient que notre Constitution fédérale commence par au nom du Dieu Tout-Puissant. L'article 12 de la Constitution nous demande de prendre soin de toute personne en détresse. Alors il y a quelque chose d'antinomique, de contradictoire. D'un côté, on est la loi qui nous dit que si on ne prend pas soin d'une personne en danger, on est punissable. D'un autre côté, on ne devrait pas le faire. En décembre 2017, Joseph se fait pincer lors d'un contrôle de police. Au cours de son audition, il évoque l'aide de Norbert. Et c'est ainsi que les démêlés du pasteur avec les autorités commencent. Un beau jour, en plein culte dominical. C'est un dimanche matin, c'était le 11 février 2018, alors que nous étions en train de célébrer le culte. Un ami qui était en train de diriger l'adoration, d'un coup il me fait des signes comme ça, et puis il me parle comme ça, sans dire très fort. Du coup je m'approche de lui, et puis il me dit voilà, la police est là. Parce qu'ils étaient derrière une porte vitrée. Alors effectivement, ils ne sont pas rentrés dans le culte, etc. Mais du coup, je suis allé leur demander ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient. J'avais ma petite idée quand même. Mais ils m'ont dit voilà, qu'ils cherchaient le pasteur Wallet en raison de la situation de Joseph. Norbert a déposé recours contre sa peine. Et ça, Avec son avocat, il peaufine sa défense. Donc moi, il me faudrait des témoins qui étaient là ce fameux dimanche, puis qui ont vu la police, puis qui pourraient venir témoigner devant le tribunal pour dire non, la police est entrée dans la salle de culte, puis on les a vus repartir avec Norbert Wallet. Ils ne sont pas entrés dans la salle de culte directement. Oui, dans la petite vitrine derrière. Ils sont entrés, ils se sont rendus suffisamment visibles pour perturber l'exercice du culte. Je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une forme d'intimidation, c'est-à-dire une volonté policière de venir regarder dans cette église, voir s'il y a peut-être d'autres sans-papiers, faire un petit peu la chasse, puis de mettre au pas, puis d'affirmation de l'autorité, dire que finalement, on ne fait pas ce qu'on veut et puis on veut garder les choses en main. Pourquoi la police n'a-t-elle pas tout simplement convoqué Norbert Wallet à se rendre au poste de police? Alors, à ma connaissance, les gendarmes en question n'avaient pas son adresse et c'est pour atteindre M. Wallet qu'ils se sont effectivement rendus, non pas dans le lieu de culte, mais à proximité. Étrange procédé tout de même.
parce qu'il suffisait d'entrer le prénom et la fonction de Norbert Vallet sur local.ch pour obtenir adresse, numéro de téléphone et mail. Les gendarmes ont une réquisition, ils doivent l'exécuter, ils la font au mieux de leur conscience, peut-être en l'occurrence de manière un peu maladroite. Il n'y a aucune volonté d'intimider, il n'y a aucune chasse aux sorcières qui est menée dans le canton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarches systématiques qui sont faites. L'article 116 ne fait pas partie de mes priorités. Mais vous, votre opinion à vous, est-ce que c'est utile? Alors, en effet, et comme je vous l'ai dit, aucune chasse aux sorcières dans ce domaine, c'est-à-dire que dans la politique criminelle du canton, c'est au 3e sous-sol. Il n'empêche qu'une loi, elle est a priori faite pour être appliquée, puis que la police, quand elle a une réquisition du ministère public, elle ne doit pas se poser la question à chaque seconde de savoir si la disposition légale, quand elle est claire, et celle-là l'est, doit être appliquée ou pas. Mais alors, est-ce que vous avez des nouvelles de votre ami? C'est toujours la même chose, hein. Il essaie de survivre. J'aurais bien souhaité le revoir, mais c'était pas trop possible, donc... Il n'est pas sous votre lit, au moins? Non, il n'est pas sous mon lit, non. Bien. Donc les derniers contacts que j'ai avec lui, bon voilà, il n'avait pas d'argent. Et puis, c'est compliqué. Je peux même pas lui en envoyer. Je peux même pas continuer à être illégal, si je pourrais dire ça comme ça. Ça vous interdit. Mais il n'empêche... Bien que défenseur de Norbert Vallet, Olivier Bigler, lui, ne s'oppose pas à l'article 116 en tant que tel. Ce qu'il conteste, c'est l'interprétation de l'autorité. Deux témoins, je trouverai. Ah oui. Est-ce que le fait d'être généreux, est-ce que le fait d'être altruiste, c'est s'opposer à la politique migratoire suisse? C'est ce que prétend le ministère public et c'est ce qui m'inquiète extrêmement, parce qu'à partir du moment où notre système légal, notre système juridique doit condamner celui qui est généreux et altruiste, ça veut dire que notre système est lâche et égoïste. Joseph reste sous le coup d'un ordre d'expulsion. Pour se protéger, il n'a accepté qu'une interview par téléphone. Bonjour, c'est Pietro Boschetti qui vous parle, je suis le journaliste. Ah ouais? Comment ça se passe concrètement pour vous? Attends, je vais vous dire. Tu es vulnérable, là tu es exposé à tout. Mais ça vous arrive souvent de devoir passer la nuit dehors parce que vous n'avez pas pu trouver un toit? Mais oui, ça m'arrive souvent. Je vous l'avais dit, une fois ça m'arrive. Je pas essayer la nuit, on ne peut pas vous mentir. Des fois c'est dans des caves, là c'est bien. Quand tu trouves un avion où c'est pas fermé, où tu trouves une personne qui rentre et puis tu le suis, tu rentres immédiatement. Tu cherches une cave en bas qui n'est pas fermée, et là tu t'allonges. Et puis tu es confronté à tous ces bestioles. Mais donc voilà, mais le problème c'est que tu dois arriver à survivre. Voilà quoi, à moins de contrôle, tu es foutu. C'est ça je vous dis, la peur y existe tout le temps, constamment. Vous, par rapport à Joseph, vous ne pouviez pas ne pas agir? Je ne pouvais pas. Et je le referai, même si c'est illégal. Jusqu'où vous allez aller dans les procédures maintenant Je vais aller autant que faire se peut. S'il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, j'irai. Parce que c'est vraiment une atteinte à ma liberté de conscience. C'est aussi m'empêcher de faire mon travail. Je serais totalement discrédité comme pasteur si je n'avais pas fait ça. Et j'appelle tous ceux qui sont pasteurs, qui représentent le Dieu de l'univers, à désobéir à une telle loi. Dans cette affaire, il y a en plus une victime collatérale. Catherine, membre de la même paroisse et compatriote de Joseph. Elle aussi a subi les foudres de la justice pour avoir hébergé Joseph 4 ou 5 fois. Veuve et mère de 3 enfants, Catherine veut préserver son anonymat. Est-ce que vous saviez que vous faisiez quelque chose qui, en fait, aux yeux de la loi suisse, est illégal de faire? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. C'est pour ça que quand j'avais reçu la lettre, j'étais ébahie parce que je ne comprenais rien du tout. La prochaine fois que vous voyez Joseph, si vous le revoyez, je ne sais pas, ou s'il vous demande un coup de main, une aide. Je ne peux plus, je ne peux plus. C'est vrai que ça me fait mal au cœur, mais je ne peux plus faire. Voilà, c'est à cause de la loi, je ne peux plus faire. Alors ça veut dire si on reçoit quelqu'un qu'on connaît ou compatriote maintenant,
On doit poser la question pour savoir quelle situation tu as. Est-ce que tu as le permis ou bien tu es en situation irrégulière avant de donner à boire à la personne qui a soif. Hein. Même un simple geste d'hospitalité comme celui de Catherine est punissable par l'article 116. Catherine a été condamnée à 10 jours amende à 30 francs avec un sursis de 2 ans. Mais il y a bien plus grave, sa demande de permis B a été gelée. Concernant votre demande d'autorisation de séjour permis B, nous vous informons que nous classons votre demande. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans tout ça? J'ai jamais imaginé ce genre de choses. Celui-là, suisse. Hein. Jamais, jamais, jamais. Et vos enfants, des fois, ils vous posent des questions à propos de ce qui s'est passé, le fait que vous avez reçu cette amende et tout. En fait, c'est ma fille, c'est elle, celle qui est au courant. Les autres, non. Ils sont trop jeunes. Et puis elle a dit, mais t'as pas pu faire quelque chose? J'ai dit, mais non, c'est la loi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Vu que j'ai pas pu prendre l'avocat pour me défendre, alors je peux plus rien faire que d'attendre jusqu'à la fin de sursis. Comment est-ce que vous voyez votre avenir, les années qui viennent? Aucune idée. Aucune idée. On verra bien, je sais pas. Si on prend l'article de loi vraiment au pied de la lettre, il dit qu'il est interdit en Suisse de donner à manger, d'accueillir chez soi ou de faire passer la frontière à quelqu'un qui n'a pas de papier. Donc en fait, le tribunal n'a pas le choix. Le fait de porter secours à quelqu'un, c'est un acte qui doit être sanctionné. Et cela inquiète jusqu'à l'Ordre des avocats de Genève, vénérable institution qui regroupe près de 90% de la profession. Son président, le bâtonnier Lionel Alperin, le souligne. Ce qui est grave, c'est le message qu'on fait passer. C'est-à-dire qu'on est en train de faire passer un message que dans une société comme la nôtre, il y a ceux qui sont avec un statut légal, et alors ceux-là, il faut les aider tant qu'on le peut et dès qu'on le peut dans une société libre et solidaire comme la nôtre. Et puis il y a ceux qui, par hypothèse, seraient sans statut légal, et alors ceux-là, on devrait d'abord se renseigner pour savoir qu'ils sont sans statut légal, et ensuite on devrait décider de ne pas les aider, de ne pas leur donner à manger, puisqu'on est en train de parler de ça. Il y a des gens qui se sont fait condamner parce qu'ils avaient donné 2 plats de lentilles à des personnes dans cette situation. Et ça n'est pas acceptable, effectivement, pour moi. Dans la loi qui précédait, on avait prévu que si les personnes avaient des motifs honorables pour avoir aidé, hébergé ces personnes, alors elles n'étaient pas punissables. Et pour des raisons que j'ignore, le Parlement a décidé dans la nouvelle loi de ne plus tenir compte de ces motifs honorables, et nous le regrettons effectivement. C'est en 2005 que le Parlement effectue cette modification. Les mobiles honorables qui auraient pu exonérer de toute peine Annie Lance, Norbert Vallet ou Catherine disparaissent corps et biens durant le débat parlementaire. Du coup, il n'y a quasi plus de différence entre passeurs professionnels et ceux qui agissent pour des motifs humanitaires. La gauche a pourtant tenté de s'y opposer via l'ajout d'un alinéa 4. Ma proposition permet de pouvoir renoncer à des poursuites pénales lorsque des mesures d'assistance sont prises pour des motifs honorables, éthiques et moraux, évidemment sans contrepartie financière. La loi devrait aussi s'appliquer à un prêtre ou à une ONG. Gerhard Pfister, l'actuel président du Parti démocrate chrétien, a pour sa part combattu les mobiles honorables. Dans ce cas, on devrait fixer des conditions générales légales conformes à l'état de droit. La question principale qui se posait était: faut-il prévoir dans une nouvelle loi sur les étrangers une dérogation pour des motifs éthiques et humanitaires? Faut-il dépénaliser ou non ces motifs? Un autre aspect de cette question, c'était la lutte contre les passeurs. La crainte, c'est qu'une telle dérogation puisse favoriser l'activité des passeurs. Et c'est pour cette raison qu'à mon sens, on y a renoncé. Bien sûr que si l'on entend, au nom de la solidarité
favoriser l'immigration illégale, entretenir le nombre des sans-papiers, eh bien, mesdames et messieurs, il faut introduire cet alinéa 4. Vous voulez absolument vendre l'idée qu'il y a des gentils passeurs et des méchants passeurs. Il y a des gens qui ne respectent pas la loi et sont des gens qui doivent être sanctionnés les uns et les autres, même si c'est dans une proportion qui est différente. Résultat, la mention des mobiles honorables est finalement balayée à une large majorité. Depuis lors, le radical Serge Beck a quitté le Parlement. Je maintiens ce point de vue. Dans les circonstances actuelles, je serais même plutôt un peu plus dur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous faisons face, contrairement à cette pression migratoire qui venait beaucoup de l'asile à l'époque, face à une migration économique. Et là, la question fondamentale, c'est de savoir à partir de quel moment la barque est pleine. Est-ce que pour vous, il n'y a aucune différence entre le passeur criminel et la personne qui agit de manière totalement désintéressée? C'est pas la même chose et c'est la raison pour laquelle, au nom de la Commission et dans les débats de Commission, nous avons préservé un large éventail de sanctions. La sanction pour une personne qui aurait agi pour un motif honorable étant laissée à l'appréciation du juge. Mais pourquoi faut-il le pénaliser? Mais parce qu'on a des mesures législatives qui visent à limiter l'immigration. En supprimant les motifs honorables, vous donnez un signal politique fort. Oui, mais il faut comprendre que l'esprit de cette loi, de manière générale, était de raffermir la lutte contre l'immigration illégale et de durcir également les conditions d'arrivée des étrangers, il faut le reconnaître, sous une pression populaire, une pression politique de la part de l'UDC en particulier. L'impression que ça donne, c'est que c'est un outil d'intimidation par rapport à l'aide désintéressée ou la solidarité. Oui, mais oui. On ne peut pas faire une solidarité qui ouvre toutes les frontières sous prétexte que les gens qui facilitent l'immigration sont désintéressés. L'article 116 sanctionne les actes de solidarité ou de générosité. Mais pas seulement. Rebecca et Hassen sont amoureux et envisagent de vivre ensemble. Mais Hassen est tunisien, sans permis de séjour. Si bien que cette idylle s'est transformée en un délit pénal. Après avoir été ensemble pendant 4 ans, on a décidé de se marier. Quand on a déposé notre demande, on ne nous a pas tout de suite dit oui. Dans un premier temps, on nous a dit « Vous êtes jeune, en bonne santé, vous pouvez aussi très bien vivre en Tunisie ». Ça fait qu'on ne se sent pas pris au sérieux. On se dit « Bon, apparemment, la Suisse attache davantage d'importance à rejeter les étrangers qu'à, comment dire, qu'à conserver ses propres ressortissants ». Alors que la demande de mariage est en cours, Hassen tombe sur un contrôle d'identité. Du coup, la machine infernale s'enclenche. Convocation à la police, audition, condamnation. Pour avoir hébergé un étranger sans droit de séjour, Rebecca est punie selon l'article 116 de 80 jours amende à 50 francs avec sursis de 2 ans, d'une amende de 1000 francs et de frais judiciaires de 630 francs. Mon avocate m'a dit qu'il était possible que cette amende me cause des ennuis parce qu'elle était inscrite à mon casier judiciaire et qu'il se pourrait qu'on me refuse un emploi pour cette raison. On a hésité à faire recours, mais il aurait fallu aller au tribunal, expliquer toute l'histoire. Ça aurait pris des proportions importantes. À titre personnel, ça m'aurait encore détourné de mes études. Pendant toute cette période, j'avais remarqué que j'avais du mal à me concentrer, j'avais de la peine à m'endormir, alors on a décidé de se soumettre à la sanction, même si on n'était pas d'accord. Finalement, Rebecca et Hassen se sont mariés.
Mais leur histoire témoigne de l'usage tous azimuts de cet article de loi. Pourtant, la loi modifiée en 2005 avec son fameux article 116 visait en priorité à combattre les filières des passeurs professionnels. L'objectif a-t-il été atteint? Question posée au champion actuel de cet article, le conseiller aux États Philippe Bauer. Bon, actuellement, on a le sentiment que les exemples qu'on connaît dans les médias se sont fait l'écho, concernent plus des personnes qui aident en Suisse. Maintenant, quant à savoir si une disposition pénale diminue le nombre d'infractions potentielles, c'est toujours très difficile. Est-ce que vous savez combien de personnes ont été condamnées au titre de l'article 116 l'année dernière? Non, je me suis fait l'écho de quelques-unes, trois ou quatre. Vous savez combien est-ce qu'il y a eu de condamnations au titre de l'article 116 l'année dernière? Pas beaucoup, j'imagine. Non, je sais pas. Vous imaginez combien? J'imagine que ça doit être 1 ou 2 dizaines, j'imagine. 876 personnes condamnées au titre de l'article 116. C'est-à-dire à peu près 2 par jour. Alors ma question, je vous la repose, combien de passeurs criminels parmi eux? Alors, je ne peux pas vous dire, mais encore une fois, la question qui se pose ici n'est pas véritablement, à mon sens, celle du nombre de passeurs, mais elle est celle du nombre d'infractions. Combien de passeurs criminels? Je ne sais pas. Eh bien, vous n'êtes pas le seul, puisque ni le Conseil fédéral, ni l'Office fédéral de la statistique ne le savent. Alors, ce qu'on peut dire sur les statistiques, c'est qu'en fait, elles sont opaques. On considère dans un même pot des personnes qui sont des passeurs, des trafiquants d'êtres humains, des personnes qui auraient agi pour motif honorable, des personnes qui auraient fait venir quelqu'un de leur famille. Donc en fait, il y a certainement une volonté politique de ne pas considérer de façon séparée ces différentes catégories. Ce qu'on peut en tout cas dire sur ces quelques centaines de personnes qui sont condamnées chaque année, c'est qu'elles ne sont, dans leur grande majorité, pas des passeurs. Ce ne sont pas des trafiquants d'êtres humains. Et comment est-ce qu'on peut le dire? Eh bien parce que dans ce fameux article, il y a un alinéa, l'alinéa 3, qui aggrave la peine pour les passeurs. Et chaque année, il y a à peu près entre une quinzaine et une cinquantaine de personnes qui sont condamnées juste sous cet alinéa. Depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2008, le nombre de condamnés a presque doublé. Mais la part des passeurs professionnels dans ces condamnations est, elle, restée très faible. Ce qui est assez troublant, puisque à l'origine, lorsque cet article est créé, on dit bien qu'il s'agit en priorité de combattre les passeurs criminels. C'est pas seulement troublant, c'est carrément malhonnête. En fait, à l'époque, on a vendu à la population suisse, et y compris le Conseil fédéral a vendu à la population suisse un message en disant « Nous allons condamner la criminalité organisée, nous allons condamner les passeurs, et il faut renforcer la lutte contre les passeurs. » Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a énormément de gens qui font les frais de cet article de loi et qui ne sont pas des délinquants. Dans l'ensemble, la loi sur les étrangers a fait ses preuves. C'est une très bonne loi, même si on l'a révisée depuis. Concernant l'article 116, je constate simplement qu'en 2018, vu l'absence de dispositions sur les motifs honorables, il y a eu plus de 900 condamnations pour cause d'assistance à une immigration illégale. Ça démontre qu'on avait un problème auquel cet article a cherché à répondre. Dans le milieu juridique, ils sont nombreux à rejeter ce point de vue. En témoigne cette manifestation symbolique devant le Palais fédéral, organisée par des juristes et des associations de défense des droits humains. Pourquoi cette conférence de presse et pourquoi ces 2 pétitions? Donc la pétition « La solidarité n'est pas un crime » et la déclaration des avocats sur le délit de solidarité. Il s'agit par cette action de faire pression sur les parlementaires afin qu'ils modifient la loi et son article 116.
Nous ne demandons pas que la solidarité soit faiblement punie, nous demandons qu'elle ne soit pas punie. Et en droit, risquer une faible peine, ce n'est pas du tout la même chose que d'agir légalement. En tant qu'avocate, on voit les cas. On sait ce qui se passe, on réalise que ce sont des gens qui se font condamner pour avoir logé une nuit, 2 nuits, pour avoir donné à manger, pour avoir dispensé des soins. Et on est directement face à cette réalité qui est extrêmement choquante. Et donc on peut être le canal qui finalement transmet à la société civile cette réalité qui n'est pas toujours visible en fait pour la société civile. Au nom des 200 avocates et avocats qui ont signé cette déclaration, on aimerait rappeler une chose, on fait un appel au pouvoir judiciaire, aux procureurs, aux juges, aux magistrats et magistrates de ne plus appliquer l'article 116 alinéa 1 de la loi sur les étrangers lorsque le geste est motivé par une volonté d'aide humanitaire. Des avocats qui appellent les magistrats à ne plus appliquer la loi, voilà qui n'est pas anodin. Cela dit à quel point cet article crée le malaise au sein de la profession. D'où le dépôt officiel à la chancellerie fédérale de la pétition et de la déclaration des avocats, et cela en grande tenue. Retour à Briançon, en France, où une maraude se prépare. Nous sommes dans le refuge solidaire, le lieu où sont accueillis les migrants qui ont traversé les cols alpins. Agnès, Marie et Ariane s'apprêtent à partir en montagne. La nuit est tombée. Dehors, il neige. Bon, je bois un petit café. J'étais quelqu'un qui était vraiment très, très imbriqué dans la vie politique. Moi, je croyais à la politique. Je suis une enfant de la République, petite fille d'immigrés. Pour moi, la France, c'était vraiment le pays qui respectait les droits, enfin, qui avait des valeurs. Et je me rends compte que les valeurs, elles sont piétinées tous les jours à la frontière. Donc, effectivement, ça a changé mon rapport à tout ça. Mais pour plein de gens, il y a plein de gens qui se sont investis comme bénévoles, mais pour qui c'était le premier engagement. Ce qu'on vit, ils remettent tellement en cause tout le quotidien qu'on avait jusqu'à présent que de toute façon, après, plus jamais rien sera pareil. Et donc, oui, il faut qu'on tienne le coup. Donc, on met en place des moyens pour tenir le coup parce qu'on sait que ça va durer longtemps. Ça fait déjà 3 ans qu'on vit ça. Ça peut durer encore 10 ans, 15 ans. On ne sait pas. Normalement, ça, c'est bon. Depuis peu, les maraudeurs et l'ONG Médecins du Monde se sont associés pour agir ensemble dans la montagne. Allez, on est parti, c'est bon. Médecins du Monde assure les premiers secours sur place en cas de nécessité. Putain, là, j'y vois rien avec la buée. Hein. Je peux le faire plus fort. La traversée de la frontière, c'est devenu quelque chose de dangereux. Toute personne dans la montagne qui n'est pas en situation, qui n'a pas un équipement adéquat, est en danger par définition. Et il ne faut pas attendre qu'il soit en hypothermie ou qu'il ait une gelure ou une fracture pour dire qu'il y a danger et justifier d'un secours à une action de sauvetage. Direction le col de Montgenèvre à 1860 mètres d'altitude. C'est l'un des lieux de passage des migrants à la frontière franco-italienne. Soit on rentre dans le village un peu, on se gare, puis on va patrouiller un peu à pied. Moi, je te propose, parce que là... En arrivant sur place, l'une d'entre elles remarque 2 silhouettes furtives qui disparaissent dans les toilettes publiques pour ne pas être vues. Elle a trouvé 2 jeunes Afghans, évidemment qui ont essayé de se cacher encore plus dans les toilettes, mais elle a vite compris qui c'était, du coup elle les a rassurés. Are you dry or wet? Just yes. My shoes is very wet. And do you feel cold on your feet or not? I feel cold. And I will check your temperature. I am the doctor. So if you are so cold, we need to check your feet are cold but not painful. I check your temperature in your mouth, under the tooth, and you close your mouth. Yeah.
32. It's really cold. We warm you. Keep your blanket. 32 degrés, c'est déjà un état inquiétant d'hypothermie. Ils ont pourtant été retrouvés rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Just to tell you, even if we are a medical organization, maybe policemen will stop us to check us. Okay? They can. So if they stop us, I will explain everything to the policemen, but it could happen. Okay? Et la descente commence vers le refuge solidaire à Briançon pour mettre à l'abri ces 2 jeunes Afghans qui se sont déclarés mineurs. Je vais aller chercher notre père au refuge parce qu'il me manque une paire. Are you painful? Feet are painful or not? Finalement, le retour s'est passé sans encombre. Go to have a hot tea. Ils ont pris le bus. La stratégie employée vise à faire peur, donc à criminaliser la solidarité à la frontière. Ça veut dire nous faire passer pour des délinquants, mais c'est surtout parce qu'il faut que personne ne puisse être témoin de ce qui se passe à la frontière. Le fait que nous soyons témoins, que nous y soyons toutes les nuits, que nous prenions les témoignages des exilés qui non seulement se font refouler en dépit du droit, mais en plus se font tabasser, se font voler, se font insulter. Tout ça, ça dérange. Il ne faut pas de témoins. Des propos très durs, mais confirmés par 3 rapports, dont celui de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, un organe officiel, qui dit avoir été profondément choqué par les violations des droits des personnes migrantes constatées et par les pratiques alarmantes observées sur ces 2 zones frontalières où la République bafoue les droits fondamentaux, renonce aux principes d'humanité et se rend même complice de parcours mortels. 15 mars 2019, c'est la fin de la Grande Maraude. Plusieurs manifestants remarquent au loin les gyrophares des gendarmes. Et c'est ainsi qu'ils tombent par surprise en pleine opération de refoulement d'une dizaine de migrants. Pas bien. Frappez-le pas. Vous n'avez pas signé pour ça. Puis, sous les huées de la foule, la police reconduit à la frontière les quelques migrants qu'elle a rattrapés. Je vivais sans doute dans un monde de bisounours où la France, mon pays, un état de droit, ne pouvait pas ne pas respecter la loi. Aujourd'hui, mon regard sur le respect de la loi en France, il est totalement différent et c'est pas de la déception, c'est une vraie désillusion. C'est une perte de repère quelque part, oui. Une perte de foi en l'État, de croyance en ce qu'il est supposé apporter. En pleine Méditerranée, la situation sur le Sea-Watch 3 devient intenable. Seuls 11 migrants, les plus mal en point, ont pu être débarqués. Il en reste 42 et aucun port pour les accueillir. Nous avons envoyé tous les jours des rapports médicaux aux autorités. Mais quoi que le médecin ait pu écrire, nous n'avons jamais reçu de proposition d'aide. Alors à la fin, quand la situation est devenue vraiment désespérée et le risque trop élevé, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller au port parce que je ne pouvais plus garantir la sécurité des personnes à bord. I'm concerned for the safety of the people who I have on board. I ask your cooperation to disembark the 42 people who I have on board. Over. Sea-Watch 3, this is Lampedusa Gulmas. I copy your last message. You don't authorize to enter the Italian territorial waters. Given the fact that I'm already under investigation for facilitation, I could
Just bring the people to the shore. Guardia di Finanza, this is Sea-Watch 3. I am proceeding to the port and I am going to more. I am proceeding to the port and I am going to more. La nostra tourism is coming forward from Lampedusa. Non terminate gli orangi. It's a falling order. Non terminate gli orangi. J'ai eu une vie très facile et très agréable. J'ai eu toutes les opportunités, comme les soins médicaux, la gratuité de l'enseignement, les avantages du système social. Et si on m'enferme pendant quelques années dans une prison italienne, ce n'est rien comparé à ce qu'ont vécu les gens que nous avons secourus. Nous avons sauvé 53 personnes qui auraient pu se noyer. Dans une ultime tentative, la vedette de la police italienne tente de s'interposer. En vain. Le Sea-Watch accoste enfin sous les applaudissements, mais aussi quelques injures. On doit vivre avec les décisions qu'on prend. Et je pense que les gens oublient souvent que ce ne sont pas seulement les actions qui ont des conséquences, c'est aussi le fait de ne pas agir qui a des conséquences. Les conséquences de ne pas agir assez tôt, potentiellement, ça aurait pu coûter la vie à quelqu'un qu'on aurait pu sauver. Moi, j'aurais dû vivre avec ça. Des personnes qui perdent la vie parce que je n'aurais rien fait. C'est quelque chose que je ne veux pas. Le 7 mai 2018, Blessing Matthew s'est noyée au lieu dit Val-des-Prés sur le chemin de Briançon. De nationalité nigériane, Blessing avait 20 ans. Elle venait de passer la frontière franco-italienne au col de Montgenèvre. La dernière fois qu'elle a été vue vivante, elle était poursuivie par les forces de l'ordre sur les berges de la Durance en crue. 2 jours plus tard, son corps est retrouvé à 10 km en aval, devant un barrage, à proximité du village de Presles. C'est évidemment dramatique. Ce n'est malheureusement qu'une conséquence logique de la politique aux frontières. Elle n'est pas la seule, elle ne sera pas la seule. Il y en aura d'autres tant que cette politique continuera. Blessing ou l'exil perpétuel. Exilé dans la vie comme dans la mort. Que devient un pays? On se le demande. Que devient une culture? Que devient une langue quand on peut y parler de délit d'hospitalité? Quand l'hospitalité peut devenir, aux yeux de la loi et de ses représentants, un crime.